Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc, oui, on est en train d'échanger justement avec les personnes qui sont sur le chat. Si vous êtes à l'écoute et que vous n'êtes pas sur le chat avec nous, on vous invite à vous joindre. C'est très facile, juste à taper sur votre barre Internet radioantasia.fr et vous allez trouver dans le menu le chat et vous pouvez nous rejoindre là très facilement. Donc, on a eu... merci pour vos commentaires sur la musique. J'adore faire de belles trouvailles. Et donc, on avait quelques questions. Une question, je pense que c'est Alina qui l'a peut-être posée, sur les rites de cueillette au niveau des arbres, si j'ai bien compris. Donc, ça dépend si on veut. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, Kat, je vais te laisser aussi aborder le sujet. Mais c'est ça, en fait, il y a, il y a plusieurs choses qui dépendent. Est-ce qu'on veut faire une cueillette, mettons, d'une branche qui est vivante? Et dans ce temps-là, ben, on peut la faire, la cueillette. Il y a une habitude que j'ai vue très souvent au niveau des horticulteurs, c'est ensuite de protéger la coupe par, par de la cire. Parce que, ben, justement, quand on est en hiver et qu'on arrive et que l'arbre va arriver au printemps et qu'il va avoir les montées de sève, ça évite qu'il y ait comme beaucoup de sève qui va passer là puis qui va attirer les insectes et les maladies. Donc, c'est ça, on peut aller déposer de la cire. Donc, on pourrait carrément prendre une chandelle et juste faire tomber la cire pour protéger. Puis sinon, je pense que c'est quand même moins pire une fois que que la reprise de la sève va se faire. Donc, peut-être qu'en été, c'est comme moins grave, mais il y a quand même toujours un, il y a toujours peut-être un risque que ça amène la maladie à l'arbre. Donc, c'est quand même une bonne habitude à faire si on peut. Euh, Puis sinon, ben c'est si on a à faire une cueillette de branches vivantes. Puis ça dépend de quelle espèce d'arbre. Parce que, par exemple, le saule a déjà un système dans sa sève dans, qui le protège déjà, donc on n'a pas besoin de faire ça. Lui, il est vraiment fait, tu peux le couper, puis tu peux aller le replanter ailleurs. Il y a vraiment, il y a quelque chose dans sa sève, je ne me rappelle plus de qu'est-ce que c'est exactement, mais qui fait que c'est ça. Il va pas contracter une maladie, puis même qu'il est, il refait facilement des racines. Donc ça, c'est un indice aussi. S'il y a une plante ou une sorte d'arbre que je peux couper et juste replanter comme ça, puis qui va refaire un système racinaire par lui-même facilement, ben, il y a souvent assez de protection pour éviter ce genre d'intrusion-là, d'insectes ou de maladies dans les plaies qu'on pourrait lui faire. Mais sinon, c'est toujours mieux de protéger. Kat, voulais-tu rajouter quelque chose? Non, ça va. Tu l'as très bien expliqué. Puis sinon, on parlait de rite. Donc là, c'était comme plus le côté faire attention. Mais au niveau du rite, toi, Kat, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en particulier quand tu as besoin de cueillir une branche d'arbre? C'est sûr que si je veux prendre une partie de l'arbre, je vais le faire, je le ferai pas pendant que, comme je disais tantôt, là, la biodynamique, je vais plutôt le faire
Je pourrais te dire, là, tu sais, quand que l'énergie est en haut, là, à l'heure du midi, là, on dirait que tout est vers le haut. Donc, je vais attendre que ça redescende en racine, tu sais, pour pas le prendre une branche d'arbre pendant que son énergie monte vers la cime, là, tu sais. Je vais plutôt la prendre en plus en fin de journée quand que Mm. l'énergie s'en va vers les racines. Ah, ben oui, pour pas Ouais. emprisonner comme trop d'énergie de l'arbre, en quelque Pour sorte. C'est lui comme en ça que j'ai enlever. l'impression. Mm. Oui, c'est ça. Super Mm. intéressant. Oui, ça me rappelle, je pense, déjà parlé justement, il y a un monsieur qui voit les esprits des plantes puis des arbres, puis qui parle justement que ça monte, puis ça descend, puis ça se promène. Donc, ça me donne cette impression-là. Donc, oui, attendre que l'arbre se retrouve comme au repos après avoir travaillé fort pour aller chercher sa chlorophylle, en fait. Ça fait Ouais. beaucoup de sens. Ouais, ouais. Et aussi, quand on veut des racines, aussi, tu sais, des fois, on peut vouloir un peu de racines de saule ou de la savoyane ou tu sais, une racine qu'on voudrait récolter personnellement pour soi ou pour la pratique. Oui. Je vais plutôt prendre les racines avant le dîner, avant, tu sais, le matin. C'est plus le OK. matin. On va me pointer le matin pour aller aux racines. Pendant Parce que que l'énergie est en haut. oui, pendant que l'énergie est dans la feuille, puis qu'elle est en haut, soit dans la feuille, dans la fleur ou dans le fruit, là. Mais Ouais. c'est ça, la racine, c'est toujours préférable. Moi, dans ma logique, je trouve que c'est plus, tu sais, censé de faire ça comme ça, là, tu sais, pour éviter de blesser l'arbre ou de couper son énergie vitale, Oui. la plante, là. Mais c'est ça, fait qu'en hiver, je préfère pas faire ça. J'aime mieux pas le faire l'hiver parce que tout est au ralenti, même la végétation, elle est quasiment même en dormance, hein. Fait que de Oui. briser une branche en hiver, c'est pour ça que tantôt, je suis un petit peu plus frileuse de ça, là, tu sais, d'aller briser un arbre. Là, j'ai spoté un arbre là, dans un parc là, que j'aimerais bien revoir au printemps. Je suis allée lui mettre, parce que dans la neige, hein, c'est toujours c'est plus facile quand il n'y a pas de feuilles de voir ce qu'on cherche, mais là, mais qu'il y ait plein de feuilles rendues au printemps et à l'été, ben, je suis allée lui mettre un petit ruban rouge pour pouvoir le reconnaître, puis pouvoir aller OK. là, après ça. Ouais, pour aller le revisiter, puis si je veux prendre une petite partie de branche ou une feuille, ben, je vais le faire à ce moment-là. Ben oui, ben oui. Ben c'est ça, dans le sens que tu parles des énergies, c'est ça, c'est que quand les arbres vont se réveiller, ils sont pas conscients qu'ils sont blessés. Donc, la sève, elle va aller dans. Tu sais, c'est comme si elle n'aura pas réagi à sa blessure, puis la sève, elle va passer dans les branches vraiment rapidement. Les branches qu'on aura coupées, par exemple. Fait que oui, moi aussi, j'évite de cueillir en hiver. Les arbres, en tout cas. Les plantes, de toute façon, elles sont séchées. Donc, quand on fait de la cueillette au niveau des plantes, ça va peut-être plus, comme on disait en première heure, les graines ou certains fruits qui vont avoir gelé et fermenté un petit peu dans les différents arbres et arbustes qu'on peut croiser. Des fois, on peut être chanceux, puis avoir croiser des noisetiers, ce genre de choses-là. Mais on n'en a pas tant que ça dans nos forêts. C'est plus planté par l'humain. Donc, c'est rare que ça. Je vais aller me promener dans le parc de Laurentides. Je risque pas vraiment de trouver des noisetiers, par exemple. Euh, Tu sais, tantôt, Marie, tu parlais des fruits, les petits fruits là, qui étaient disponibles l'hiver, là. oui, Ben, j'ai fait une petite recherche pendant la pause, puis ici, on dit 8 fruitiers rustiques qui produisent la nourriture l'hiver. Ben, on a le sorbier d'Amérique. oui, c'est vrai. Ouais, le sorbier, lui, je sais pas pour quelle raison, ses fruits sont toujours dans l'arbre. Même les oiseaux sont pas super fringants, mais peut-être plus l'hiver. La viorne aussi, trilobée, c'est un arbuste qui est plus au sol, ça, qui est souvent près des points d'eau. Oui, Puis il y a le noyer cendré, fait que c'est sûr qu'on doit trouver des noix. oui, Euh, c'est vrai.
dans l'arbre. Le noisetier d'Amérique, bien sûr, comme tu viens de parler. L'argousier que tu disais si bien tantôt. Ben Oui. oui, ça va être un petit fruit qu'on peut trouver l'hiver. Puis le pommier, puis le pommetier. Ah, Ouais. Fait intéressant. que, hmm, Mais oui, tu as raison, le sorbier, là, à chaque fois que j'en vois un, il est toujours plein de fruits, puis on dirait que je me suis toujours demandé si on pouvait en manger ou pas. On dirait que personne en mange. Mais il y a une autre sorte d'arbre aussi. Chez mes beaux-parents, ils ont ça. Ça ressemble à des marrons, mais c'est pas des marrons. Puis ça se mange pas, finalement. Il paraît que c'est hyper amer, puis j'étais allée faire des recherches, voir est-ce qu'on peut faire même comme le gland de chêne, parce que le gland de chêne, si tu fais juste le cueillir et l'ouvrir puis le manger, là, il y a tellement de tanins dedans que tu, je pense que tu vas, c'est tellement pas bon au goût là, que tu risques d'en vomir. Là. C'est vraiment fort. J'en avais ici, mais j'ai pas osé goûter, voir parce que je trouvais rien sur Internet qui disait que c'était comestible. Puis j'étais comme, mais voyons avoir un si gros fruit, une si grosse noix tendre, puis qui est comme pas comestible. Apparemment, ce que les enfants font avec, puis là, il y en a peut-être qui vont reconnaître parce que c'est ça, je me rappelle plus du nom exactement, mais ils vont prendre des cure-dents puis ils vont faire comme des personnages avec. Il y avait même... j'avais même vu, je pense que c'est l'année passée, une série Netflix avec une policière, série française, puis ils cherchaient quelqu'un qui faisait des kidnappings, des trucs comme ça. Puis cette personne-là laissait des petits personnages comme ça. Fait que oui, c'est ça. Il y a des choses des fois on pense qu'ils pourraient être comme ça, mais qui ne sont pas. Mais merci pour ta recherche. Puis je vais rechercher, voir pour le sorbier, parce que je suis curieuse. C'est toujours un beau fruit que je vois pas, tu sais, quand on passe, tu sais, comme très orange, des belles grappes, là, bien fournies. mais c'est peut-être aussi le fait qu'il y a certains petits fruits que c'est les noyaux qui sont pas. Tu sais, dans le fond, c'est tellement petit que c'est les pépins et les noyaux qu'on peut dire entre parenthèses toxiques, là, qui Oui, dégagent des toxines. Fait que souvent, c'est peut-être juste pour ça là, que moi, je suis vraiment pas. Le sorbier, là, je l'ai jamais vraiment. Tu sais, je veux dire pas découvert, là, mais j'ai jamais fait vraiment de recherche sur le sorbier. ouais. Donc, C'est c'est un ça. peu comme le thé des bois, où est-ce qu'on dit de pas consommer les petites graines qui sont dedans quand on les mange. Euh, il y avait, je pense que c'est Mimi qui parlait euh, de Thalassa qui s'en va se coucher. Bonne nuit, Thalassa, merci d'être passé. Je pense que c'est Mimi qui a parlé de sève de bouleau. Et là, on est un peu en avance ici au Québec parce que tout ce qui est récolte de sève commence en mars. Mais vu que tu parles de sève de bouleau, on peut en parler légèrement, hein? Parce que c'est ça ici, on va récolter la sève d'érable et 2 semaines environ après la récolte de sève d'érable au Québec, ce sera la sève de bouleau qui arrive un petit peu plus tard dans la saison, qui est très intéressante à ramasser aussi, mais qui est pas nécessairement évident. Je ne sais pas en Europe quelle est la grosseur de vos bouleaux, mais vu que c'est quand même un arbre adventiste, donc un arbre qui pousse dans les débuts de forêt, quand une forêt se régénère, repart, ça va être dans les premiers arbres. Puis c'est des arbres qui vivent en général pas très sont pas très vieux parce que le but est que ces arbres-là vont chercher les nutriments dans la terre, ressortent par l'arbre, puis l'arbre va mourir assez jeune, entre 30 et 50 ans, pour aider à faire une terre
généreuse pour les arbres qui vont venir par la suite. Il y a comme un ordre dans les sortes d'arbres qui vont grandir. Puis le bouleau, c'est ça, on appelle ça un adventice. Et pour qu'on puisse récolter la sève du bouleau, il faut qu'il y ait quand même un certain diamètre. S'il est gros comme mon bras, comme qu'est-ce qu'on voit souvent dans nos forêts ici, les jeunes forêts, ils vont avoir quoi? Comme un 5 pouces de diamètre environ. C'est trop petit pour récolter. Donc, il faut qu'il soit vraiment plus gros. Fait qu'il faut être vraiment chanceux pour tomber sur des bouleaux qui sont assez corpulents là, et en bonne santé pour récolter la sève. Mais je serais curieuse. Je serais curieuse si vous me dites en Europe que les bouleaux sont plus gros. Mais on en a quand même ici maintenant, depuis quelques années. Kat, je ne sais pas si toi, il me semble que tu m'avais dit que tu t'en achetais, mais on en a à chaque année là, de disponibles maintenant dans les magasins. Tu parles du sirop de bouleau? Oui, ou juste la sève, des fois, ou l'eau de bouleau. Je parle de la sève, Ouais, mais de l'eau l'eau de de bouleau bouleau. maintenant, ouais, c'est sûr que je sais pas si elle est disponible dans les boutiques, là, mais on peut en trouver partout où ce que les gens ils font du sucre d'érable ou des sirops d'érable. Souvent, ils vont aussi se lancer dans ça. Comme ici, dans mon coin, c'est du sirop et de la sève, de l'eau de bouleau, mais de merisier. C'est le bouleau Ah, noir. Ouais. OK. Intéressant. C'est tellement, mais tellement délicieux, là. C'est melacé, sucré, fumé. C'est vraiment très, très bon, là. Puis, Wow. Je vais rester même à l'affût. l'eau est tellement, elle est un petit peu amère. C'est pas tout à fait c'est pas aussi sucré que de l'eau d'érable, là, tu sais. Oui, exactement. Mais l'eau de bouleau est quand même à faire attention à la consommation. Les Autochtones s'en servaient pour se faire une cure de printemps, en fait. Donc, ils vont boire l'équivalent, l'équivalent peut-être comme d'un shooter, peut-être, à tous les jours ou 2 fois par jour, puis pendant 3 semaines, et ça nettoie le corps. Donc, on va plus souvent à la toilette et tout ça. Pour faire une histoire courte, le système digestif se retrouve très sollicité. Mais c'est ça, beaucoup au niveau autochtone, c'est quelque chose qui était fait à chaque printemps. Je pense que l'eau d'érable aussi peut avoir cette propriété-là, vraiment quand on utilise juste l'eau. Mais quand c'est transformé en sirop, ça n'a plus autant cette propriété-là. Mais ce sera plus le bouleau à ce moment-là. Je suis très curieuse pour le merisier, j'en avais jamais entendu parler. Donc, on n'arrête pas les innovations ici. Oh non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais écoute, si je vais dans votre coin montagneux, je vais essayer d'y penser et de t'en amener un contenant, une petite bouteille. Ah, ça serait tellement apprécié. Merci. Puis, tu sais, le bouleau, là, tellement un bel arbre. C'est un arbre lumineux. Euh, on est comme... moi, je trouve qu'il est solaire. Dans les livres, ils disent qu'il est plutôt lunaire à cause de sa blancheur, mais moi, je trouve que moi, je vois en lui un côté solaire plus, mais ça, c'était à discuter. Ouais, c'est sûr. Puis en même Ouais. temps, c'est aussi l'arbre que les Amérindiens ici d'Amérique du Nord prenaient pour se faire beaucoup de choses, hein. Ils l'utilisaient pour faire surtout les canaux. Donc, ce que j'ai Oui. compris, c'est que les bouleaux, il y a plusieurs centaines d'années, étaient vraiment, mais vraiment plus gros que ce qu'on a là. Ce qui leur Oui. permettait de pouvoir graver des canaux pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre sur les cours d'eau. Donc, Oui. mm, C'était une célébration, il y avait carrément un rite qui se faisait autour d'un bouleau qu'on mettait à terre et tout était utilisé dans le bouleau. Euh, puis c'est ça. Donc c'était vraiment une fête, une célébration quand on mettait un bouleau à terre puis que là on récoltait tout. Il n'y avait rien de gaspillé.
C'était un arbre très respecté. Ils le sont tous, évidemment, mais le bouleau avait quelque chose de spécial au niveau autochtone. Oui, vraiment. J'avais, ouais. Tu m'as parlé, tu me parlais hier des flocons de neige, puis tu parlais un peu d'observation dans la première heure, mais on n'a pas plus élaboré. Mais je veux qu'on en reparle un peu. Tu me disais que tu faisais des mandalas de flocons de neige. Non, ben, tu sais, j'en ai pas fait encore, mais de faire des mandalas en flocons de neige, parce que, tu sais, on voit beaucoup ça maintenant, aujourd'hui, là, ça circule beaucoup, les mandalas avec plusieurs motifs, mais c'est souvent des fleurs ou des choses plutôt indiennes, tu sais, d'origine indienne. Oui, Mais quand on regarde un flocon de neige, là, il y a mais tellement de motifs différents selon la période, selon la luminosité, selon la température et tout ça, que de faire un mandala en flocon de neige, d'observer un flocon de neige pour en dessiner un mandala, je trouve que c'est une super belle thérapie personnelle, puis même à mettre dans une pratique pour une évolution quelconque, là, tu sais, ou pour n'importe quel sujet choisi. Euh, je trouve que les flocons de neige, ça parle vraiment beaucoup, là. oui, ça l'a. Je trouve que ça a un beau, ce que tu apportes, ça a vraiment quelque chose de beau au niveau de l'observation de la nature. Et euh, le fait de choisir un flocon de neige quand on sait que tous les flocons sont différents, d'en choisir un et de prendre le temps de l'observer et de le rendre un peu éternel sur notre feuille de papier, en quelque sorte, ou en tout cas qu'il soit moins éphémère que qu'est-ce qui est là, puis de l'avoir sur une feuille de papier, je trouve ça vraiment très beau. Donc, c'était un beau. Puis c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de personnes, justement, qui vont prendre, c'est ça, comme tu parlais, les cahiers de mandala, puis les dessiner, les colorer et tout ça, un peu comme un côté méditatif, mais de pouvoir le faire, c'est ça, en observant, puis en dessinant un flocon qu'on choisit de regarder. Puis on n'a pas le choix de le faire dehors parce que sinon le flocon, il va mourir. Ou Ouais. à moins qu'on soit capable de le prendre en photo. Mais ça a quand même ça de joli, là, justement, tu sais, une journée qui fait pas si froid, mais surtout même des journées où c'est qui neige, c'est des journées qui fait pas très froid. Puis aller prendre un moment, puis d'aller faire une observation. Puis même si le croquis il est plus ou moins rapide, ou est-ce qu'on peut venir le peaufiner par la suite, se laisser inspirer, tu sais, avoir comme le, le flocon en tant que tel, puis s'inspirer de ça et pas l'améliorer, mais Le c'est peaufiner. ça, le peaufiner, c'est ça. Euh, ça a quelque chose de très beau. C'est Euh, aussi que ça développe le sens de l'observation. Puis oui. de le faire dehors, c'est encore une meilleure idée, Maggie, parce que c'est comme c'est comme d'aller à la chasse au mandala. Oui, exactement. Puis Mhm. c'est pas nécessairement de choisir le premier qu'on voit, tu sais. C'est de prendre le temps de les observer, puis d'en trouver un qu'on trouve spécial, tu sais. Fait Oui. que, ouais, ça nous ramène à la beauté du regard de l'enfant aussi. On peut sortir une petite loupe aussi, hein? On peut utiliser quelque chose pour agrandir, pour voir. Là, ça, c'est vraiment le fun. Je sais qu'avec mon téléphone cellulaire, j'ai été capable de prendre un flocon de neige là, en photo, là. Ah Fait que, oui, c'est pour le mémoriser puis l'immortaliser en image plutôt que tu sais, de le faire juste dehors s'il fait très très froid. Mais de croquer uh-huh. ça dehors, c'est une bonne idée, mais de finir le travail à l'intérieur puis de s'en inspirer, ça fait vraiment un beau travail thérapeutique et magique aussi pour ce qu'on veut entreprendre. Mm. Mais oui, totalement. Je vais juste voir. Oui, on en a, surtout dans le nord de la France. On a un site en France qui répertorie tous les types de plantes, dont le bouleau. OK, donc Anina, oui, qui nous confirme. Oui, on se demandait au niveau de la grosseur des bouleaux.
Si vous aviez vraiment des gros bouleaux bien charnus, nous, on a souvent, c'est la grosseur de nos bras, mettons, là. Habituellement, c'est ce qu'on va croiser. Quand on est chanceux, on peut en voir encore des bien gros, là, mais ils sont plus rares. Et comme disait Kat tantôt, mais avant, c'était plus commun, mais là, ça l'est moins. Les temps changent, les temps changent. J'avais parlé légèrement de patins tantôt et même on va parler de ski aussi parce que je me suis rappelé que, bon, vous savez peut-être, j'aime beaucoup la mythologie nordique. Je pratique personnellement au niveau de la mythologie nordique avec mon groupe de Vikings aussi, entre autres. Si vous vous rappelez, en décembre, on avait dû faire l'émission en différé un peu à cause de ça, justement, parce que je m'en allais célébrer avec eux. Et donc, malheureusement, on ne peut pas se cloner encore en 2024-2025. Donc, on a dû faire un différé. Mais c'est ça, il y a une déesse qui s'appelle Skadi, la femme du dieu Njord, Njord qui est le dieu de la mer. Et Skadi, c'est la déesse, on pourrait dire on pourrait dire la déesse de l'hiver, entre guillemets, mais on va plus parler de déesse de la montagne, de déesse de la chasse, puis de l'hiver. Quand on fait des recherches Internet, on la voit souvent sur des skis. Et donc, je me suis demandé, parce que là, en plus, cette année, là, je parle de ski, il y a les patins aussi, parce que cette année, c'est ça, comme j'ai parlé un peu en première heure, je me suis décidée à me racheter des patins et aller patiner avec ma fille dès que ce microbe sera disparu. Mais c'est ça, je me suis demandé d'où est-ce que ça vient. Puis là, je me suis rappelé, Skadi était sur des skis. On la voit souvent dessinée sur des skis. Et donc, en faisant une petite recherche, eh bien, le patin et le ski sont des découvertes, entre guillemets, scandinaves. Pour ce qui est du patin, ça vient plus de la Finlande. En Finlande, ils ont trouvé le plus... En Finlande, ça daterait de 5000 ans avant Jésus-Christ. En Finlande, il y a beaucoup de lacs et donc les habitants ont trouvé un moyen de locomotion rapide en hiver pour, au lieu de faire le tour du lac à pied, de pouvoir s'attacher des lames d'os en dessous de leurs chaussures et de pouvoir voyager rapidement en passant sur les lacs. Donc, c'est comme ça que ça aurait commencé au niveau scandinave pour le patin. Je trouve ça vraiment intéressant. Ils utilisaient aussi des os de cheval, des os de bœuf. Fait que j'imagine quand même ça devait pas être évident. Je me demande vraiment, je vais faire des recherches. Je me demande vraiment comment qui faisait ça pour que ce soit stable en dessous des pieds. Probablement que c'est pas juste sur une lame. Peut-être comme, je sais pas si tu avais ça, toi, Kat. Ben, je sais pas si tu patinais plus jeune, mais je me rappelle, ma mère nous avait acheté des patins, mais deux, euh, c'était comme deux lames. Puis on attachait ça après nos bottes. C'était plus stable, je te dirais, que juste une lame. Mais pour apprendre, c'était vraiment génial. Puis, mais on n'en voit plus de ça aujourd'hui. Je me Non, dis peut-être... Qu'est-ce que tu allais dire? mais ce que j'ai dit non, ça me dit rien, Maggie, Ça te ça. dit rien? Non. Ah, OK. Bon, c'était peut-être déjà quelque chose de très vintage que ma mère, elle avait ramassé. Mais, mais ouais, c'était pour les plus jeunes. C'était plus facile à patiner avec ça, en tout cas. Mais tu pouvais pas... c'était un peu limitant dans le sens que tu ne pouvais pas patiner comme un joueur de hockey, là, tu sais. Mais tu étais capable de te tenir droit sur tes patins puis de pouvoir avancer, tu sais.
Fait que c'est ça, au niveau des patins. Puis au niveau du ski, laissez-moi voir. Là, ils sont pas sûrs. Est-ce que c'est entre la Scandinavie et la Norvège? Ce serait les Norvégiens qui auraient inventé le ski. Il y en a qui pensent que ça vient de l'Asie centrale. On ne saura jamais vraiment. C'est une bataille d'idéologie rendue là. Mais il me semble que j'avais lu, il me semble que c'est comme 3000 ans. 2000 ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était aussi un moyen juste d'aller plus rapidement et c'était relié beaucoup à la chasse, de pouvoir aller chasser en hiver dans les montagnes. Ça rendait les déplacements beaucoup plus faciles et rapides. Parce que si on se remet dans ce temps-là, les personnes chassaient sûrement à l'arc et tu devais suivre l'animal. Souvent, tu sais, il mourrait peut-être pas directement là où est-ce que tu avais tiré ta flèche. Donc, il fallait suivre l'animal et même le ramener par la suite. Donc, les skis devaient faciliter la tâche pas mal aussi. C'est ça. Donc, ce qu'a dit qui est sur des skis, une image, c'est ça, qui est comme très, très nordique, on pourrait dire. Et c'est ça, donc j'étais très heureuse de pouvoir comme revisiter, visiter ce côté historique-là, vu que je me suis mis dans la tête de retourner faire du patin cette année. Il y a aussi la luge, hein, puis cette année, j'ai découvert quelque chose de nouveau, bien que ça fait plusieurs centaines d'années, je crois que ça existe encore, c'est la trottinette de neige. Ah, la trottinette de neige, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps? Oui, ben ça, d'après ce que j'ai compris, là, ça doit faire une centaine d'années, en tout cas, que je pense que c'est norvégien aussi. Puis, faudrait aller valider là, les informations là, de provenance, tout ça, mais c'est ça, il y en a dans les parcs maintenant. Puis, c'est ça, c'est comme deux skis, ce qui est tenu par une armature que tu peux tenir tes mains, puis tu te pousses, tu sais, ces deux skis ensemble, là, comme un traîneau, sauf qu'il n'y a rien, fait que tu te tiens sur les skis, puis avec un pied, tu te pousses en élan pour avancer plus vite. Fait OK. que, ouais, fait que c'est vraiment le fun, sauf que c'est très cardio. Ah, ça doit. Oui, mais tu sais, c'est très fin, c'est super léger, là, puis il y en a, on voit ça des fois, des vieilles images, là, il y en a qui ont des petits sièges en avant, là, pour amener des bagages ou les enfants. Ça ressemble un peu à des traîneaux de chiens, finalement. OK, OK. Ouais. Mais c'est vraiment juste deux skis avec une armature pour pouvoir mettre tes mains puis guider, là, te guider puis te tenir puis de pouvoir pousser avec tes pieds, avec un pied, avec une jambe pour te donner un élan pour aller plus vite puis tu te laisses aller puis tu repousses avec tes jambes. Tu sais, c'est vraiment très, très sportif. Oui, totalement. Ah, ça nous donne l'impression que les Scandinaves sont très en forme, sont très actifs l'hiver. Oui. Puis, si on pense à l'Amérique, ici, ce qui a été inventé, c'est les raquettes, qui est vraiment différent, qui est à l'antipode dans le sens que c'est zéro rapide, mais très utile parce que les raquettes fait qu'on ne s'enfonce pas dans la neige, ce qui laisse supposer aussi qu'il y a quand même en Amérique du Nord, en tout cas à la hauteur de où est-ce qu'on habite ici, Montréal, Québec, un peu plus haut. Il y a beaucoup, on a vraiment beaucoup de neige. Donc, même aller se promener en ski, si on va aller faire du ski de fond, par exemple, il faut aller faut aller dans des sentiers qui sont aménagés pour ça. Aller faire du ski en dehors des sentiers, c'est pas quelque chose qui est commun. Et j'imagine que ça doit être vraiment difficile aussi à cause de l'épaisseur de neige. Avec les skis, on se retrouve à s'enfoncer vraiment beaucoup, j'imagine. Donc, il doit probablement avoir quand même moins de neige dans les pays nordiques, en Europe un petit peu, pour que ça n'aille pas... c'est ça, pour que ici, ça soit les raquettes qui ont été inventées. Et
C'est ça. Donc, les raquettes qui sont inspirées des grandes paluches d'ours, Ah, entre autres. Donc, c'est comme si on agrandissait nos pas, où est-ce qu'on pile, puis comme ça nous permet de ne pas nous enfoncer dans la neige. Donc, c'est un peu comme si on flottait sur la neige. Mais c'est quand même pas évident à marcher. On peut pas courir vraiment avec ça. J'ai déjà essayé, là. On se retrouve à piler assez facilement sur nos raquettes quand on se retrouve à courir à moins de faire vraiment des pas très larges. Mais je trouve ça intéressant quand on observe ce qu'on a inventé. C'est ça. C'est ça, notre côté inventif au travers de ça. pour parcourir l'hiver. Pour parcourir l'hiver, exactement. Ça rend la chose tellement plus agréable aussi. Euh, c'est ça. Toutes des petites choses comme ça qu'on vous parle, qui ont peut-être pas nécessairement l'air d'être rituelles ou d'être collées à une pratique, mais c'est des choses qui ont été inventées justement, comme tu dis, pour parcourir l'hiver, qui nous rappellent que ça peut, c'est ça, qu'il y a quelque chose de beau, que de juste sortir dehors et ressentir ce froid-là, aller en profiter et de pouvoir rentrer à la chaleur chez soi ensuite, c'est quelque chose qui est vraiment bon pour la santé, bon pour notre tête, qui nous permet aussi, c'est ça, c'est des activités qui sont quand même lentes aussi, donc c'est ça, qui nous rappelle de prendre, c'est ça, tu sais, quand on vous parlait d'hibernation en première heure, mais c'est ça, c'est toutes des choses qui nous rappellent qu'on doit ralentir, qu'on doit apprécier, tu sais, le fait de cuisiner lentement, de aller prendre une marche sans que ce soit une course, de quand on revient à la maison, de pouvoir profiter tranquillement aussi de notre soirée. Les Scandinaves ont ce super de beau mot que j'aime beaucoup utiliser à ce temps-ci de l'année, qui est le idge. En Amérique, on va parler de cocooning, mais les deux sont interreliés. Donne-moi un petit instant, il faut vraiment que je me mouche. En passant, je vois sur le chat, Alina a trouvé une trottinette de neige. Tu vois, la trottinette que l'image de la trottinette que je vois, c'est seulement un ski, un appui, tandis que moi, ce que j'ai vu, c'était plus l'aspect traîneau avec deux skis. Mais ça doit être très le fun puis très plaisant aussi de faire cette petite trottinette avec un ski. Il y a comme une place seulement pour mettre le pied. Merci Alina pour cette petite découverte. J'observe, j'observe. Ah oui, oui, comme tu disais. OK, je comprends. Ouais, super, super intéressant. OK, puis tu fais juste pousser avec tes pieds. Ah ah, intéressant, intéressant. Merci, Alina, pour tes recherches. Euh, j'ai quelque chose que je m'en allais dire, mais que je suis en train d'oublier. Oui, c'est ça. Fait qu'on parlait, attends, je parlais de Itch. Je parlais de cocooning, donc le retour à la maison. Et non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah, euh, mais sinon, oui, ok, c'est ça. Je viens de me rappeler. Donc, on est le 25 janvier, puis on a le premier un bulk qui arrive dans quelques jours. Est-ce que tu avais... moi, c'est une célébration que j'aime vraiment beaucoup faire parce que c'est comme le réveil du printemps. Sans qu'il soit réveillé encore, mais c'est juste de réaliser qu'on est à la mi-hiver et que doucement, la nature s'apprête à s'éveiller. On sent déjà une différence dans le soleil, hein, on en a parlé tantôt. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des belles célébrations à faire autour de ça. Toi, Kat, est-ce que tu avais pensé, est-ce que tu avais déjà un peu réfléchi à ce que tu allais faire pour ce moment-là?
pas tout à fait. C'est sûr et certain que je vais célébrer l'occasion, puis souligner aussi ce passage du temps qui est un super beau cycle, hein. Non, pas encore, j'ai pas décidé, mais j'aime beaucoup faire des feux l'hiver. À Mhm. l'extérieur. Ouais, j'aime ça. Je trouve que c'est réconfortant. Ça donne des contrastes. Ça permet de faire un équilibre entre le froid ressenti puis le chaud ressenti en même temps. Fait que j'aime beaucoup, moi, les polarités puis les contrastes. Donc, je trouve que c'est une belle façon de pouvoir se mettre, je pourrais dire, dans la tempérance. Oui, Ouais. oui, oui, totalement. Et puis J'avais toi? une célébration d'un bol que j'avais fait une année justement avec des amis. Puis on avait fait un feu, puis j'avais été acheter des fleurs. Puis on avait mis les fleurs tout autour du feu. C'était vraiment beau. Tu sais, ça représentait bien le réveil, tu sais, de la terre doucement, là, tu sais. Fait que ça avait été mon offrande, puis j'avais vraiment beaucoup aimé ça. C'était très beau. Ça m'avait touchée d'avoir fait ça. Puis, fait que je vais probablement le refaire. Fait que c'est ça que tu me parles de feu. J'ai très envie de le refaire aussi, sur cet aspect-là, un feu, puis aller chercher quelques fleurs au fleuriste. Puis sinon, ce que j'aime faire avec les enfants, c'est d'aller dans un parc ou dans un sentier pédestre, puis c'est d'aller faire des offrandes aux animaux. C'est Mhm. c'est un temps qu'on se promène puis qu'on fait ça. Fait qu'on fait des petits monticules, on se promène, puis on fait des petits monticules ici, puis là, de graines, de noix, de pommes aussi. Fait que les enfants, ils aiment beaucoup ça. Oui. Ouais. Vraiment, parce que c'est important aussi, hein? C'est le côté gardien de la nature, je te dirais. Quand Mhm. on arrive à ce moment-ci d'année, il y a beaucoup moins de nourriture. Les animaux, même si on mis des choses de côté, veux pas, on arrive toujours un peu au bout de nos ressources, là. Donc, je trouve ça chouette de m'imaginer qu'il y en a qui vont passer puis qui vont faire comme Waouh, il y a quelque chose là, tu sais. C'est comme ça me sauve. Fait Oui, puis que, en parlant de nourriture comme ça, tu sais, les oiseaux qui restent l'hiver, là, qui se déplacent pas puis ils vivent l'hiver avec nous, là. oui, Écoute, c'est des petits êtres de miniature qui sont tout petits, mais qui résistent au grand, grand froid. Là, moi, ça me fascine. Là. Ça me fait plaisir d'apporter des graines puis des choses comme ça pour leur donner un petit coup de pouce pour la nourriture. Là, mais ça me fascine tellement de les voir là. Et au grand froid, nous autres, on se plaint qu'il fait froid. Là. Imagine quand il fait -30, ces petites bêtes-là, là, comment ouais, est-ce ouais. qu'ils sont? Oui, c'est fort la nature quand tu réfléchis bien à ça. Là. Ils passent tout l'hiver dehors, qu'il fasse 0, -5 ou -40. Ils trouvent le moyen de passer au travers de l'hiver. Nous, là, même bien habillés, là, passer à travers une seule nuit de -40, c'est très éprouvant, tu sais. Ah oui. Donc, Ah, oui, moi, ça m'impressionne. C'est pour ça que j'aime beaucoup les nourrir, les oiseaux, puis leur mettre du suif parce que c'est ça, ça leur facilite la vie. Ils peuvent très bien passer l'hiver sans nous, mais c'est ça. J'ai toujours ce sentiment-là que nous, les humains, on est un peu des gardiens. Tu sais, c'est comme si la Terre, c'était un jardin, puis nous, on est un peu comme les jardiniers, tu sais, mais sans trop en faire, mais juste être bienveillant, puis s'assurer que tout fonctionne comme tu sais, au meilleur de qu'est-ce qu'on peut offrir, tu sais, sans dénaturer la nature ni quoi que ce soit, mais juste être un aide. Je pense que l'intelligence qu'on nous a donnée en cadeau sert à ça. Tu sais, l'empathie qu'on nous a offert comme un cadeau, pour moi, sert à ça. Tu sais. Donc, mm, c'est ça. Chacun va se sentir appelé à à différentes choses, tu sais, pour être bienveillant.
Puis c'est ça, que ce soit de nourrir les oiseaux, que ce soit d'aller aider à la soupe populaire pour les personnes itinérantes ou, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de moins bon geste. Je pense que si tout le monde fait un geste bienveillant à sa manière, je pense que le monde peut juste aller mieux au final. Oui, un petit geste à la fois, mais un Oui, geste conscient. ouais, exactement. Dis-moi, toi, Maggie, as-tu déjà expérimenté le camping d'hiver? Le, pardon, le camping d'hiver, en fait, euh, voyons, ma voix est vraiment sur le bord de défaillir. Il nous reste juste 11 minutes, ça tombe bien. Euh, En fait, voyons, j'ai vraiment un petit chat. Euh, V'là 3 ans, ou v'là 2, 3 ans. Et à ce moment-là, pendant 2, 3 ans, donc v'là 6 ans, jusqu'à v'là 3 ans, j'allais au Primitif, qui est une école de survie en forêt. Mhm. Et j'allais faire les formations d'hiver. Au début, j'ai fait les formations, puis après ça, j'aidais. Donc, j'ai passé des nuits dehors, oui. J'ai passé des nuits à juste aller dormir, faire comme une espèce de fort, on pourrait dire, avec d'autres personnes. J'ai passé des nuits aussi à faire du camouflage ou aller surveiller d'autres groupes qui faisaient des formations aussi pendant l'hiver. Puis je me suis mis vraiment au défi à certains moments aussi pour ressentir c'est quoi avoir froid. Puis c'est ça, essayer de garder sa chaleur interne en pleine nuit à -40, c'est pas évident. Donc, c'est ça. Mais sinon, camping d'hiver, euh, juste camping pour le loisir comme ça, j'en ai pas vraiment fait. Ça a toujours été des défis. Ah bon, ben, c'est un peu ce que je voulais savoir, si tu avais expérimenté de dormir dehors l'hiver, là, tu sais, Oh que oui. Oui. Ok. De là peut-être ton appréhension maintenant pour faire des bains de glace. Ah, non, je suis juste. C'est juste que je suis très. Tu sais, tu parlais que tu étais frileuse, là. Je Oui. suis vraiment très frileuse aussi. Pendant tout l'hiver, je pense que je dois porter 2, 3 chandails, vestes. Quand que je vais dehors, j'ai toujours mon pantalon de laine par-dessus mes pantalons. C'est ça. Mais je m'organise pour apprécier d'être dehors, pour pas avoir froid tout de suite aussi, là. Fait que c'est pour ça que je parlais, c'est un peu aussi une question de bien s'habiller. Mais je me rappelle qu'on avait eu, avec notre groupe de Vikings, à chaque hiver, ils font un challenge qui est justement d'aller se faire un bain de neige et de te filmer. Puis là, tout le monde se relance un peu là, pour se faire comme un défi, en fait. Puis, j'ai pas osé le faire. Il y a une année que j'ai comme fait, OK, je vais le faire. Puis là, quand je suis arrivée pour le faire, j'ai comme fait, non, ça me tentait plus. Oui, je me suis dégonflée. mais, Je te mais, posais la question parce que je n'ai pas expérimenté cette expérience-là. Là, je l'ai pas faite encore, de OK. dormir dehors d'hiver parce que justement, je suis une frileuse. J'aime mieux souffrir de froid quelques instants que d'en souffrir toute une nuit. Oui, Fait que, ben, c'est ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter, par exemple, de le faire, mais pas toute seule, là, avec quelqu'un qui sait comment aussi. ouais. Je te dirais que quand tu es proche d'un feu, c'est quand même plus facile. Sûrement. Pas de feu, c'est quelque chose, là. Dès que tu te réveilles, il faut que tu bouges. Mais sinon, c'est ça. À côté d'un feu, ça se fait bien. Puis c'est à toi aussi de voir le confort que tu veux. Tu sais, est-ce que tu veux vivre un inconfort pendant la nuit ou pas? Tu sais. Mais sinon, là, ça a quelque chose d'extraordinaire de dormir dehors. Je me rappelle avec mon garçon, il n'y avait pas encore de neige, mais il faisait froid. C'était dans le mois de novembre. Puis, fait qu'on on s'était couché à côté du feu central pour que je garde le feu pendant la nuit.
Puis, on a des gros sleeping bags d'hiver. Fait qu'on avait ça, puis j'avais mis par-dessus ça des couverts de laine, puis des pots, j'ai des pots de coyote. Puis, fait qu'on était vraiment bien sérieux, là. On n'a pas eu froid du tout. Mais à un moment donné, c'était très nuageux quand on s'est endormi. Puis à un moment donné, on s'est réveillés, moi puis Marius, et on a vu un bras de la Voie lactée au-dessus de nous. C'est comme le ciel s'était dégagé. Puis là, tu sais, je l'ai comme réveillé un peu, puis j'ai fait, Marius, regarde le ciel. Puis on a regardé ça ensemble. Le ciel d'hiver, là, est vraiment magnifique. Aussi. Donc, aller dormir dans un endroit qui est quand même ouvert là, pour pouvoir voir le ciel, c'est vraiment chouette. Mais c'est sûr que ça risque d'être plus froid. Mais si tu es proche d'un feu et que tu as beaucoup de couverture, ben, ça le fait aussi. Fait que c'est ça. C'est s'assurer d'être confortable pour aller passer une nuit dehors, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de vivre comme expérience. Bon, mais merci pour ton information. Mais ça fait plaisir. Je sens que ma voix me quitte. Il reste 5 minutes, donc on va vous dire au revoir maintenant pour que je puisse aller reposer cette petite voix qui est sur le bord de la fuite. Donc, je vous remercie de nous avoir accompagnés pour cette première émission de l'année. On va se revoir, se réentendre, se réécouter et partager en février, la 4e fin de semaine, le 4e samedi du mois de février. On va se revoir. Kat, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment inspirant de parler de l'hiver comme ça avec toi. Merci à toi aussi pour cette initiative de parler de cette saison froide puis de tout ce qui l'entoure. Oui, c'est comme l'honorer, une petite ode à l'hiver positive. Et je vous souhaite une belle suite d'hiver, un joyeux Imbolc aussi. Je vous souhaite une belle célébration de demi-hiver et on se reparle en février. Merci beaucoup, Alina, pour cet espace. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.